Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Regardons ensemble le travail et la puissance en rotation. Alors, on a un merveilleux bloc de 0,5 kg suspendu par une corde qui est enroulé autour d'un cylindre dont on nous donne le moment d'inertie et le rayon. On va vouloir savoir un paquet de choses dans ce problème-là. On nous demande, premièrement, quelle va être, on prend notre bloc, on lui donne une vitesse initiale nulle, on le laisse tomber. On aimerait savoir, ce sera quoi la tension dans la corde. Ce ne sera pas tout simplement égal à la masse du bloc, parce que le bloc va être en train d'accélérer vers le bas. On va faire nos équations des forces pour trouver ça. Puis un coup qu'on aura trouvé la valeur de la tension dans la corde, on s'interrogera à savoir quel travail cette corde aura fait sur le cylindre quand le cylindre aura fait un demi-tour. Ensuite, on aura la partie B, on regardera ça tantôt. On commence avec la première partie de la question. Puisqu'on nous demande de calculer une tension dans la corde, ça veut dire qu'il va falloir que j'utilise mes équations de force parce que elle est connue ici une force. Puis puisque j'ai un objet qui va faire un mouvement de rotation, je vais aussi avoir une équation de moment de force à faire. Donc je vais me définir des axes. Je vais dire l'axe des X est vers le bas. Ici, il va y avoir une rotation comme ça qui va se produire. Là, est-ce que c'est une rotation dans le sens horaire ou anti-horaire? Ça dépend comme de quel côté on regarde le cylindre. On va dire qu'on le regarde comme de la gauche, puis on va parler d'une rotation dans le sens anti-horaire. Comme ça, la rotation, l'accélération angulaire auront tout un signe positif. Et le déplacement de mon bloc selon l'axe des X tel que défini ici va aussi être dans la direction positive. Fait que mes deux accélérations, le AX du bloc et le alpha du cylindre, vont tous les deux être positifs. Ça va être plus facile à gérer. Alors, écrivons l'équation des forces et des moments de force pour les deux objets présents dans le problème. Je peux commencer avec mon bloc. Alors, sur le bloc suspendu, il y a une seule équation qui sera pertinente, c'est somme des forces en X est égale à la masse de ce bloc. Il y a une seule masse dans le problème, fait que j'ai pas vraiment besoin de mettre un indice, fois son accélération en X. Quelles sont les forces qui agissent sur le bloc? Il y aura la tension dans la corde qui est vers les X négatifs avec mon choix d'axe et le poids du bloc, mg, dans la direction des X positifs avec mon choix d'axe. Alors je peux écrire mg moins la tension. Ça, c'est les composantes en X de mes deux forces, une positive, une négative, est égale à la masse fois l'accélération. Ici, j'ai deux inconnus, je connais ni l'accélération ni la tension. Garde cette équation-là en main. Regarde, ce que je vais faire, c'est que je vais isoler un des paramètres AX, disons. Et voilà, j'ai une relation que je pourrais venir utiliser dans ma deuxième équation, celle sur les moments de force. Alors maintenant, sur le cylindre, ici en jaune, quels sont les moments de force? Le cylindre, il ressent, techniquement, il ressent trois forces. Parce que le cylindre a lui-même une masse, ça veut dire qu'il devrait ressentir son poids, qui serait comme sur son centre de masse. On va dessiner comme un vecteur poids là, vers le bas. Mais il ressent aussi comme une force normale. Il y a l'axe sur lequel il est déposé, qu'il supporte. Ces deux forces-là sont vraiment inutiles à considérer dans mon problème parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment les moments de force ressentis par le cylindre. Ces deux forces-là, étant appliquées sur l'axe de rotation, vont produire un moment de force nul. Alors, je vais juste pas les considérer. Je vais vraiment plus m'intéresser aux forces susceptibles de produire un moment de force. Fait que somme des moments de force égale moment d'inertie fois accélération angulaire. Qui fait un moment de force? Il y a seulement la tension, qui est une force comme ça, tension dans la corde, qui va faire un moment de force. Si je me place une vue de côté, j'ai mon cylindre qui est comme ça, avec son axe de rotation qui est au centre, puis imaginez la corde est enroulée autour du cylindre. S'il y a le bloc qui est suspendu, c'est pas intéressant pour cette partie-là du problème. Alors ici, j'ai la force de tension vers le bas. Ça va être son bras de levier parce que cet endroit-là, ça va être le point d'application de la force. Alors quand je vais vouloir écrire cette force-là, c'est un moment de force, je vais mettre un signe positif parce que ça veut le faire tourner dans le sens anti-horaire. Je vais mettre le module de la force. Le bras de levier, tout simplement égal au rayon du cylindre, alors R. Sinus de l'angle entre le bras de levier et le vecteur force, c'est 90 degrés. Sinus de 90 degrés, ça donne 1. Je ne suis pas obligé de l'écrire. Alors voilà le moment de force. Et
Le moment d'inertie, il est donné dans la question. I, on peut juste laisser ça I, on remplacera par le chiffre tantôt. Et l'accélération angulaire est aussi un inconnu. Alors je me ramasse encore avec deux inconnus, alpha et t, mais n'oublions pas que l'accélération angulaire est reliée à l'accélération linéaire avec la formule suivante, comme ça. Donc ce que ça me permet de faire, c'est de remplacer alpha par ax sur r. C'est un truc qui revient vraiment souvent dans cette section, dans ce chapitre vraiment. Alors, remplaçons alpha par ax sur le rayon du cylindre. Maintenant, j'ai deux inconnus, ax et t, les deux mêmes inconnus que dans mon équation précédente. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer ax par toute cette affaire-là dans l'équation qui est ici. Puis je vais me ramasser avec un seul inconnu qui sera la tension dans la corde. Le but, c'était de trouver la tension dans la corde, donc je pourrais remplacer mes chiffres et résoudre le problème. Allons-y. Et voilà, on a réussi à calculer la tension dans la corde, ça nous fait 4,64 newtons. Je vais faire une mini étape de vérification pour vérifier si ce chiffre a du sens. Ma petite étape de vérification, ça va être de me dire, si je regarde ce bloc-là ici, là, il ressent son poids puis la tension dans la corde, je m'attends à ce que la tension soit légèrement plus faible que le poids du bloc, parce que je sais que ce bloc-là va venir accélérer vers le bas, fait qu'il faut que la force vers le bas soit un peu plus grande que la force vers le haut. Je fais le calcul pour savoir c'est quoi le poids du bloc. 0,5 fois 9,8, 4,9. Fait le poids du bloc 4,9 est un peu plus grand que la tension que j'ai trouvée 4,64. Ma réponse a du sens. Pour la prochaine étape, on me demande de calculer le travail fait par la tension dans la corde sur le cylindre pendant que le cylindre fait un tour complet. Alors pour calculer ça, il y a deux façons de le voir différentes qui donnent exactement la même réponse et qui finalement nous demandent de faire le même calcul. Alors, je vais calculer le travail, W. Je peux calculer le travail comme la force fois un déplacement fois le cosinus de l'angle entre la force et le déplacement. Fait que je pourrais imaginer que ma force qui est ici est en train de faire déplacer le périmètre de mon cercle, puis que le déplacement total que le périmètre du cercle va faire va être de 2π fois r, une circonférence complète. Puis vu que la force est dans la même direction que le petit s, le petit déplacement qui est ici, ben le cosinus de l'angle sera cosinus de 0 degré qui va donner 1. Alors je pourrais dire que c'est le module de la tension fois le déplacement qui est 2πr, une circonférence, j'avais mis r majuscule, 4,64 fois 2π fois 0,15 qui nous donne 4,37. Puisque je calcule un travail, les unités, ce sont des joules. Une autre formule pour l'utiliser, qui est des fois plus appropriée quand on est dans un mouvement de rotation, c'est de plutôt que d'utiliser ça, d'utiliser le moment de force et le déplacement angulaire, le nombre de radians qui ont été parcourus. Ça revient vraiment au même calcul parce que le moment de force appliqué par la tension, c'est la tension fois le rayon. Alors, voilà. Puis le nombre de radians pour un tour, c'est 2π radians. Vous voyez bien que le calcul est exactement le même. Le rayon n'est pas à la même place, mais vous savez comment ça marche les multiplications. Vous savez que ça va donner le même résultat. Alors, je remplace les chiffres et ça me donne aussi 4,37 joules. Et la réponse à la question. La dernière partie de la question. La question est formulée de façon un peu différente. On nous demande cette fois, à l'aide d'une manivelle qui n'est pas montrée sur le schéma, on fait tourner le cylindre afin de faire monter le bloc à une vitesse constante de 20 cm par seconde. Quelle puissance doit-on fournir au cylindre? Honnêtement, plusieurs façons différentes d'aborder ce problème-là. Je vais vous en montrer deux qui fonctionnent bien. Peut-être que les deux approches différentes, mais qui sont chacune suffisantes, vont aider à mettre en relation différentes parties de la théorie du cours.
Ok, alors j'ai redessiné le système ici. On a la poulie vue de côté, la tension dans la corde et la même tension dans la corde qui est appliquée sur le bloc. Le bloc qui ressent aussi une force qui est égale à son poids, mg. Premièrement, chose que je veux faire remarquer, c'est que là, la tension dans la corde ne sera pas du tout égale à la tension qu'on avait calculée tantôt dans la première partie de la question. Parce que tantôt, mon bloc était en train d'accélérer vers le bas, le poids était plus grand que la tension. Maintenant, on dit que le bloc est en train d'aller vers le haut. On dit que le bloc est en train d'aller vers le haut à vitesse constante. Vitesse constante, ça doit tout de suite vous dire pas d'accélération. Si mon bloc n'a pas d'accélération, ça veut dire que la somme des forces ressenties par le bloc est nulle. Ça veut dire que dans ce cas-ci, le module de la tension dans la corde est égal à mg. La somme de ces deux vecteurs force-là est nulle. Le bloc va vers le haut à vitesse constante, pas d'accélération. Alors la tension dans la corde, je l'avais calculé tantôt, le module de la tension, ça va être 4,9 newton, exactement égal au poids du bloc. Fait, première information. Maintenant, je vais calculer une puissance. Je peux calculer la puissance de plusieurs façons différentes. Je pourrais calculer la puissance en m'intéressant à la force que je dois appliquer, multipliée par la vitesse à laquelle l'objet se déplace. Là, on applique la force sur une manivelle qui n'est pas vraiment représentée dans le problème, fait que ça va peut-être être un peu conceptuellement difficile de se représenter qu'est-ce qui se passe avec cette force et cette manivelle. Une façon peut-être plus directe de l'aborder, ça serait de se dire quand on fait un travail dans notre problème, fait qu'une puissance, on peut le voir comme un travail par unité de temps. Un travail, c'est une quantité d'énergie en joules qu'on donne ou qu'on retire à notre système. Si on est en train de faire monter le bloc, qui est là, on est en train de donner de l'énergie potentielle gravitationnelle à ce bloc-là, je m'attends à trouver une puissance positive. Moi, il va falloir que je fasse un travail positif, que je dépense de mon énergie pour faire monter le bloc. Je donne de l'énergie au système. Combien je donne d'énergie au système par seconde, c'est ça que je veux calculer. Le travail que je vais faire sur le système, ça va, on peut le voir comme la variation d'énergie mécanique du système. Quand moi, je fais du travail sur le système, je change son énergie mécanique. Dans ce cas-ci, je vais lui en donner, je vais faire augmenter l'énergie mécanique du système. C'est quoi qui change dans l'énergie mécanique du système? C'est pas l'énergie cinétique, parce que mon système se déplace à vitesse constante. Rien n'est en train d'accélérer. Mon cylindre ne tourne pas de plus en plus vite, il tourne à vitesse constante. Alors il a toujours la même énergie cinétique de rotation, puis ma masse, elle monte à vitesse constante, elle a toujours la même énergie cinétique de translation. C'est juste l'énergie potentielle qui est en train de changer dans mon système. L'énergie potentielle de quoi? C'est l'énergie potentielle de la masse qui est en train de monter. Ça, c'est pas une relation générale, ça c'est vrai dans mon problème, parce que dans ce problème spécifique-là, l'énergie cinétique, elle, n'est pas en train de varier. Alors, comment je pourrais écrire ça? Ben, la variation d'énergie potentielle, dans le fond, ça serait mg fois la variation de hauteur sur une variation de temps. Puis mon bloc, c'est quoi sa variation de hauteur par unité de temps? Ben, il monte de 20 cm à chaque seconde. Fait que si je convertis ça dans les bonnes unités, puis je dis 0,2 mètres, que je remplace la valeur de la masse par sa valeur en kilogrammes et le 9,8 qui va ici, ce calcul-là va me donner la puissance en watts que je dois fournir, que je fournis à mon système. Calculons-le. 0,98 watts, c'est la puissance que je dois fournir à mon système. Ici, j'ai calculé, j'ai conceptualisé la puissance comme un travail que je fais sur mon système par unité de temps. J'ai fait le lien entre le travail et la variation d'énergie mécanique de mon système. Son énergie a augmenté parce que j'ai fait du travail, parce qu'à chaque seconde, je lui donne 0,98 joules d'énergie. Je donne 0,98 joules d'énergie par seconde à mon système, ce qui fait en sorte que le bloc monte de 20 cm par seconde. En montant de 20 cm par seconde, il gagne 4,98 joules d'énergie potentielle par seconde. L'autre façon que j'aurais pu faire, c'est de dire, regarde, oui, je tourne une manivelle, mais ultimement, cette manivelle-là a fait tourner le cylindre qui
fait en sorte qu'il y a une tension dans la corde, puis cette tension dans la corde vient tirer sur le bloc. J'aurais pu utiliser la formule force fois vitesse fois cosinus de l'angle entre les deux, puis dire que la puissance que j'exerce au bout de la ligne, euh, c'est la même chose. Je peux la calculer en utilisant la tension dans la corde fois la vitesse à laquelle ce bloc se déplace fois le cosinus de l'angle entre la vitesse du bloc qui est vers le haut et la tension dans la corde qui est aussi vers le haut. Le cosinus de l'angle entre les deux, c'est cosinus de 0 qui donne 1. Alors je ferai la tension dans la corde qui est égale à m fois g, puisque le bloc se déplace à vitesse constante, comme on a fait remarquer tantôt, multiplié par la vitesse à laquelle le bloc se déplace, qui est de 0,2 mètres par seconde. On va remarquer tout de suite que ce calcul est parfaitement égal, exactement la même chose que cet autre calcul-là. Deux façons différentes de conceptualiser le même problème. Quand je remplace les chiffres, bien évidemment, ça va donner exactement la même réponse. Voilà, je sais que ça a été un peu long comme explication. Je voulais pas juste calculer la réponse au problème, mais essayer d'expliquer c'était quoi les concepts physiques sous-jacents à la résolution de cet exercice-là. J'espère que c'était clair et que ça vous a aidé. Merci d'avoir écouté. Bye bye.